Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous proposer de découvrir l'interview que j'ai fait de Davy. Davy qui est beatmaker, qui est également producteur, qui est également créateur de site web et qui propose des formations en MAO, donc en musique assistée par ordinateur. Donc si jamais vous souhaitez en apprendre plus sur la création musicale, sur le beatmaking, sur la manière de vendre également vos instrus ou vos créations musicales, je vous invite à suivre attentivement cette interview. Il y balance des clés extrêmement importantes, intéressantes et inspirantes. En tout cas, moi, j'y ai passé un excellent moment. J'ai appris plein de choses. Et il y a une question notamment à laquelle il répond en fin d'interview, qui est une question que tous les beatmakers doivent se poser au moins une fois à un moment donné dans leur vie. C'est il se passe quoi quand je vends une prod en leasing et que je la vends en droit exclusif à un moment? Est-ce que je dois rappeler les gens à qui je l'ai vendu en leasing? Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'il y a des contrats à prévoir? Etc. etc. Il répond à toutes sortes de questions de ce style. Donc je vous invite vraiment à suivre cette interview, à y être attentif, à prendre des notes également. Et n'hésitez pas à aller suivre Davy et sa chaîne Mixcape. Je vous souhaite une excellente interview et je vous dis ciao ciao. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Bon, Ok. bonjour Davy, comment tu vas? Bah écoute, ça va Tariq et toi? Bah écoute, nickel, on essaye d'aller pour le mieux. Moi, j'ai voulu te recevoir en interview aujourd'hui parce que tu fais des formations en ligne Mhm. en MAO, si je me trompe pas, Tout à fait. et, C'est ça, produit. et que sur la chaîne Producteur à succès, ben, on a beaucoup d'artistes qui soit maîtrisent déjà un peu la MAO, soit sont en train de s'y mettre tranquillement. Mhm. Bah voilà, je trouvais intéressant de te recevoir pour que tu nous racontes un petit peu ce qui t'a amené là, ce que tu as fait avant dans la musique et ce que tu fais aujourd'hui au sein de tes formations. Ok. Bah moi en fait, si tu veux, la musique c'est vraiment une passion depuis que je suis tout petit, hein, parce que moi j'ai commencé le piano, j'avais quoi, 6 7 ans. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au début, j'étais pas passionné par le piano. C'est plutôt ma mère, je pense, un petit peu par procuration, tu vois. Elle a voulu me mettre vraiment comme ça au piano. Donc, bon, au début, j'ai pris des cours particuliers. Voilà, ça me plaisait pas trop. Puis, au fil du temps, bah, voilà, j'arrivais un petit peu mieux à me débrouiller. Et bah, après, je suis venu à la composition, bon, un petit peu plus tard, hein, parce que, voilà, peut-être 6 7 ans, 6 7 ans après. Donc bon, j'ai toujours été un petit peu baigné dans la musique. Avant, évidemment, d'arriver à devenir professionnel et à en vivre comme aujourd'hui, j'ai voilà, fait pas mal de petits boulots. Voilà, j'ai été surtout, j'ai travaillé en tant que responsable dans un dépôt-vente qui s'appelle La Caverne des Particuliers, pour ceux qui connaissent, hein, c'est une chaîne de dépôt-vente. J'ai commencé manutentionnaire, donc vraiment en bas de l'échelle. Hein. Bon, comme je te dis, j'ai fait plein de petits boulots. Après manutentionnaire à la caverne, bon, je peux pas dire que ça me plaisait énormément, mais bon, j'avais pas vraiment d'autres bagages. Tu vois, j'ai pas fait d'études, j'étais pas très bon à l'école, hein. donc donc voilà, je me suis lancé dans la vie active assez rapidement. Et bah, malgré tout, voilà, j'ai insisté. J'avais pas envie d'aller bricoler dans différents tafs. Donc du coup, j'ai insisté dans ce taf-là. Et puis bah, j'ai réussi petit à petit, si tu veux, à monter les échelons, hein. Alors, Euh, en échelle de temps, ça représente quoi? À quel âge tu as commencé et à quel moment, en combien de temps tu es arrivé à justement avoir un poste un peu plus intéressant? Alors écoute, moi j'ai dû sortir de l'école vers 17 ans, quelque chose comme ça, 17 18 ans. Et donc voilà, plusieurs petits boulots, peut-être pendant un an. Après, donc manutentionnaire. Et ça a peut-être pris 2 ans, je dirais, avant de commencer à faire des trucs plus intéressants que être simple manutentionnaire. Tu vois, voilà, sortir des trucs des camions, etc., etc., hein. Ok. J'ai un petit peu, si tu veux, j'ai un petit peu, voilà, pris une opportunité à un moment donné qui se présentait. Il y avait des choses que moi j'avais pas le droit de faire sur les postes informatiques, et bon, je m'y suis mis à un moment donné où quelqu'un n'était pas là, tu vois, un responsable. Voilà, je l'attendais, et puis personne ne venait, donc du coup je m'y suis mis. J'avais observé un petit peu comment ça se passait, et donc je savais comment faire. Donc voilà, j'ai pris un client, je m'en suis occupé. Quand le responsable est revenu, il m'a dit ah mais t'as fait le truc, c'est bien et tout. Et donc voilà, j'ai saisi l'opportunité. Après, il m'a donné des choses un petit peu plus intéressantes, et donc petit à petit, bon,
au fur et à mesure, voilà, je suis monté d'abord vendeur et puis après, j'ai fini par devenir responsable de magasin le week-end. Et puis après, au final, responsable de magasin, ça, voilà, entre le moment où j'étais manutentionnaire et où je suis devenu responsable de magasin, ça a peut-être pris 4 ans, quelque chose comme ça. Donc bon, ça a été D'accord. assez vite, tu vois. Et donc je suis resté dans ce dépôt-vente, voilà, pendant 8 ans. J'ai géré plusieurs magasins et puis bon, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, hein, parce que voilà, moi j'ai besoin d'un petit peu d'excitation et puis j'avais fait le tour en fait du truc. Et donc voilà, j'avais mis un petit peu d'argent de côté toutes ces années. Voilà, dans l'idée justement de me dire tiens, ça serait peut-être pas mal que je puisse faire quelque chose que je puisse tenter quelque chose dans la musique, puisque voilà, c'était ma passion. Moi, je composais voilà à côté de ça, hein. J'ai commencé la composition, je devais avoir peut-être 13-14 ans, quelque chose comme ça, hein. Ok. Sur quoi tu bossais? Alors moi, je bossais sur Cubase en fait. Ok. Sur Voilà. Cubase, donc une version des années avant 2000, quoi. Non, un petit Ouais, peu c'est après. ça, ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ok. Je sais même pas si ça s'appelait Cubase d'ailleurs à l'époque. Je Ouais. crois que c'était Pro 4, un truc comme ça sur Atari, Ah, peut-être. Atari ST, donc Ok. ça remonte. Ouais, ouais, donc là, on est encore à l'époque des dinosaures. Yes. Ouais, 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 voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, oui, donc voilà, j'ai commencé, j'ai quitté cet emploi et j'ai donc voilà tenté ma chance. Je me suis dit bon bah voilà, j'ai un petit peu d'argent de côté, je vais essayer de voilà de placer quelques compos par-ci par-là. Bon, je savais pas trop comment m'y prendre, hein, c'était vraiment le début. Et puis si ça marche pas, bah mon ex-patron était content de moi, il m'aurait repris de toute façon ou j'aurais pu trouver un boulot, toi, dans le même genre. Voilà, j'ai pas quitté, si tu veux, en me disant bon allez vas-y, je lâche tout. Je savais que j'avais une petite sécurité quand même derrière pour pouvoir revenir, tu vois. Je conseille à personne de quitter, tu vois, son emploi et puis d'avoir aucune sécurité derrière. Moi, j'ai pas fait n'importe quoi, tu vois. Je me suis pas lancé. Ouais, il y a quand même eu une prise de risque, hein. Beaucoup auraient gardé le job à côté et auraient essayé Sûr. d'abord de vivre un peu de leur musique avant de lâcher l'un et d'aller vers l'autre. Tout Donc à fait. c'est bien que tu aies eu cette prise de risque. Je pense que ça t'a aidé aussi à être focus uniquement sur ça en te disant, voilà, si je veux bouffer, clairement, faut que ça bouge au niveau de ma musique, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Bon, de toute façon, à l'esprit, j'avais pas dans l'idée de revenir à mon boulot, parce Ouais, que voilà, ça m'est j'imagine, ouais. spécialement. Donc bon, c'était une mini sécurité, on va dire, mais bon, j'espérais pas que ça advienne, quoi. Et donc, ça, c'était, me semble-t-il, en 2007. Et donc, en 2007, bah, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il s'est passé deux choses. Moi, déjà, je suis fan de Michael Jackson à la base. Et voilà, j'avais des potes comme ça qui étaient également très fans de Michael Jackson. On se voyait dans les concerts, enfin, tu vois, on faisait pas mal de choses vis-à-vis de ça. Et on s'est dit, c'est un peu con, il y a pas grand-chose sur Michael Jackson. Tu vois, il y a pas, à part acheter ses albums ou visionner ses clips voilà, à la télé, il n'y avait pas de radio, de médias vraiment, tu vois, dédiés à Michael Jackson en fait. Et donc, vu qu'on avait tous voilà, des talents un petit peu complémentaires, tu vois, il y en avait un qui était programmeur, l'autre qui était un petit peu fort en design. Bon, moi, j'étais dans la musique. On s'est dit, bah tiens, on va créer un site, tu vois, autour de ça, autour de Michael Jackson, quoi. Et donc, on a créé MJ Tunes, qui existe d'ailleurs encore, hein, donc depuis plus de 10 ans, qui est la première web radio dédiée à Michael Jackson. Une web radio qui est devenue officielle après, puisque voilà, Sony nous a validé. Voilà, on a eu de brefs contacts également avec Michael Jackson, bon, par mail, mais voilà, on a essayé de faire certaines choses. Évidemment, Michael Jackson, c'est quelqu'un qui est très occupé, donc lui, il nous a dit que c'était super qu'on ait cette web radio, mais ça n'a pas été plus loin, tu vois, vis-à-vis de lui. On aurait bien aimé avoir des interviews, des choses comme ça. Bon, bref, c'était un peu compliqué, mais en tout cas, on a fait ça. Et cette année-là, ce que j'ai fait également en parallèle, c'est que j'ai regardé s'il y avait des concours, des choses comme ça, sur lesquels je pouvais placer, tu vois, mes instrus, hein, voilà, mes premières instrus. Et il se trouve que, à ce moment-là, le rappeur Passy a organisé un concours de composition auquel j'ai participé. Je me suis dit, bon, bah voilà, en plus, j'aimais bien ce que faisait Passy, donc je me suis dit, bah pourquoi pas, hein. Bon, sans aucune prétention ni rien, hein. Je me disais même, je vais terminer peut-être 50e, mais bon, peu importe, ça me permettra de me jauger un peu. Et Est-ce il que se trouve que j'ai c'était ton rencontré ton prof, style tu à la vois. base? Est-ce que c'était ton style de prédilection, ce qu'ils recherchaient? Alors, non, parce que moi, j'ai toujours, en production musicale, j'ai toujours été très orienté musique électronique, on va dire.
Donc plutôt pop, voilà, mais plutôt avec des sons électroniques. Et à la base, Passy, c'est un rappeur, voilà, c'était assez hip-hop, mais malgré tout, ce que lui souhaitait pour son nouvel album, parce que c'était ça l'idée en fait, c'était de voilà que les gens lui proposent des titres, c'était justement d'aller vers une direction plus électronique. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dit ça pourrait être sympa, voilà, que je participe, puisque je peux peut-être voilà arriver à mélanger un petit peu les deux types voilà, de musique, tu vois, hip-hop et musique électronique. Donc voilà, j'ai envoyé un titre et il se trouve que j'ai gagné parmi les 10 000 compositeurs qui ont participé. Donc évidemment, forcément, ça m'a ouvert, tu vois, des opportunités. Tout de suite, je venais à peine voilà, de quitter mon emploi et tout de suite, j'ai ça, tu vois. Donc forcément, euh, bah, ça m'a pas mal aidé, tu vois. Ouais, Donc, j'ai signé à partir de là, voilà, un titre pour Passy. alors du coup, attends, je reviens juste dessus. Vas-y, vas-y. Tu arrives numéro un à son concours, il se passe Ouais. quoi? Est-ce qu'il t'appelle? Est-ce qu'il y a un membre de son équipe ou de son label qui prend contact? Ça se passe comment Alors, en fait? C'est quoi les étapes ensuite pour intégrer son équipe? Alors en fait, si je me souviens bien, ouais, c'est un membre de son équipe. Alors je pourrais plus te dire qui. Je me demande si c'est pas son ingé son qui m'a appelé. Je D'accord. crois que c'est son ingé son, mais je peux me tromper, hein. Mais il me semble que c'est son ingé son qui m'a appelé, qui m'a dit bah voilà, c'est toi qui as remporté le truc. Bon, faut que tu viennes au studio. Voilà, en plus c'était pas très loin de chez moi. C'était du côté de Maison Alfort. Moi, je suis à Créteil, hein. Ok. Donc ça faisait pas loin en plus. Et donc voilà, j'y suis allé et puis voilà, on m'a expliqué que voilà, ils avaient beaucoup apprécié le titre. Alors ce qui est assez marrant pour l'anecdote, c'est que moi le titre, je trouvais qu'il était un petit peu, il était sympa, mais je trouvais que ça faisait pas pro, tu vois. Moi je débutais vraiment, tu vois, dans ce monde-là. Et donc du coup j'ai refait le titre entre temps, tu vois, même sans leur dire en fait. J'ai refait le titre et une fois que je l'ai refait, je leur ai amené, je me suis dit, ça se trouve, ils vont écouter le truc, ils vont voir que c'est pas la même chose, tu vois, c'est un autre arrangement et tout. Mm. Ils vont pas kiffer, tu vois. Et puis en fait, ils m'ont rien dit, ils m'ont dit, ah ouais, c'est super et tout. Donc voilà, on est resté sur cette deuxième version qui était pas la version originale, en fait, à la D'accord. base. Qui avait voilà, une vibe de la version originale, mais un petit peu améliorée, on va dire, hein, parce que moi, je suis un petit peu perfectionniste et s'il y a des trucs, si je me dis, tiens, ça, c'est pas nickel, ça va pas passer, bah, tu vois, je vais améliorer, quoi. Yes. Bref, donc du coup, bah voilà, j'ai signé chez ISAP Productions, j'ai signé en parallèle chez Vagram également, hein. Et puis j'ai commencé voilà à produire un petit peu pour différents artistes de ISAP Productions, du label de Passy, hein. Il y avait Jocelyne Labille qui a remporté une victoire de la musique, si je me trompe pas, voilà, dans le zouk, hein. J'ai travaillé pour Abou Nidal aussi, qui est un artiste africain dans le coupé décalé, qui est très connu en Afrique, voilà, au niveau de la musique coupé décalé. Bon, voilà, j'ai travaillé pour plusieurs artistes comme ça, mais pas très longtemps, parce que en fait, la direction artistique me convenait pas. C'était pas mon délire en fait, tu vois. Donc du coup, j'ai pas accroché plus que ça et j'ai pas insisté en fait. Moi, c'est un truc, faut vraiment que je sente, tu vois, que j'ai le feeling. Je vais pas insister si je sens que c'est pas pour moi en fait. Donc du coup, bah voilà, j'ai arrêté en fait de travailler avec eux, hein, même si on est resté tout à fait en bon terme. Et bah, je suis parti autre part. En fait, je suis parti après me tester vers les États-Unis sans bouger de chez moi, hein. Moi, je suis un petit peu, enfin, j'étais un petit peu pantouflard, on va dire, à cette époque-là, hein. Puis c'était le début, voilà, où il commençait à y avoir des plateformes où tu pouvais vendre des instrumentales, des choses comme ça. Et il y avait cette plateforme qui existe toujours d'ailleurs, mais qui à l'époque était la plateforme phare, qui s'appelle Rock Battle, hein. Je sais pas si tu Yes. connais Bien sûr. qui cartonnait, voilà, et qui offrait l'opportunité en fait d'avoir une visibilité. Si tu veux, il y avait des concours de batailles instrumentales, hein, des battles instrumentales. Et donc je me suis mis là-dedans. Alors voilà. Bon, au début, j'ai pas fait grand-chose, et puis petit à petit, j'ai compris un petit peu les rouages, j'ai amélioré mes prods en fonction, voilà, des productions qui étaient recherchées, et j'ai fini par remporter plusieurs mois d'affilée, voilà, le concours de bataille instrumentale, ce qui m'a ouvert d'autres portes en fait. Donc face à des beatmakers américains du coup. Ouais, face à des beatmakers Ouais, ricains. donc Ouais. Ouais. ce qui était un beau challenge déjà, hein, parce même Ah si ouais, donc, ouais, aujourd'hui les fort, ouais. Français sont beaucoup plus respectés en termes de production musicale, à l'époque on n'existait pas sur la carte quoi. Donc Ah ouais, c'est parce que là, tu parles, c'était en peut-être 2011, quelque chose comme ça, hein. yes. Donc 2010-2011, je pense. Donc ouais, ouais, c'était pas du tout la même chose, ouais.
Mais et voilà, donc du coup, ça m'a ouvert des portes. J'ai des artistes qui sont venus après vers moi de ce fait-là, en fait. Donc j'ai des gens comme, par exemple, Ray William Johnson, qui est un comédien qui est connu aux États-Unis, beaucoup sur Internet. Bon, maintenant, il fait des shows aussi à la télé. À la base, c'est un humoriste, si tu veux, mais qui faisait aussi, voilà, qui faisait un petit peu des chansons humoristiques, des choses comme ça, on va dire, des parodies. Et il m'a pris un titre, en fait. Et ce titre, bah, il a cartonné, tu vois, il a fait plus de 30 millions de vues. Et donc voilà, ça m'a aussi donné de la visibilité Ouais, supplémentaire. forcément, ça attire plein de gens à toi. Et ben c'est ça, en Surtout fait, c'est boule que. de neige à chaque fois, quoi. Si tu fais quelque chose qui marche, en fait, tu as d'autres gens qui vont venir, tu vois, qui vont te demander des choses dans le même style ou voilà, qui vont dire, bah tiens, j'ai bien aimé ton son, est-ce que tu pourrais me faire un truc? Donc ça m'a ouvert, voilà, d'autres opportunités. Je travaille Et, avec d'autres artistes. et alors justement, ce que tu as fait en France avec ISAP Prod, est-ce que ça a attiré d'autres artistes, zouk, afro ou même urbain, à prendre contact avec toi? Non, pas du tout, parce que justement, j'ai pas insisté, je suis pas resté très longtemps, en fait. D'accord. Je suis pas resté très longtemps. En fait, ce qui se passait, c'est que bah, avec Jocelyne Labille, notamment qui elle était dans le zouk, bah, on a travaillé sur un titre un petit peu tectonique parce que c'était l'époque, tu vois, de la tectonique. Ouais, je me souviens de cette phase. Et, et ouais, c'était un bon titre, hein, franchement. Le titre tournait bien, ça aurait pu faire un titre club sympa. Et en fait, ils ont changé d'orientation à ce moment-là. Au départ, c'était parti là-dessus, puis après, voilà, le DA est venu me dire, en fait, on voudrait un truc plus africain. Tu vois, je pense qu'ils voulaient vraiment travailler sur le marché africain, en fait, parce voilà, ils sont bien connus là-bas. Et moi, j'aime bien la musique africaine. J'en ai fait d'ailleurs, même avant, hein. J'ai toujours bien aimé voilà, la vibe, les vibes des musiques africaines. Mais là, c'était pas mon délire, en fait. Moi, j'étais plus dans une direction, voilà, comme je t'ai dit, musique électronique. Donc, ça matchait plus trop. C'est pour ça, tu vois, que je me suis un peu Mhm. euh, éloigné en définitive. Et que, bah voilà, je me suis peut-être fermé des portes à ce moment-là, mais c'était peut-être pour en ouvrir d'autres, justement, tu vois. Donc, Ouais, complètement. voilà. Et du coup, donc, le développement sur le marché américain, ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'en gagnant, Ouais, en gagnant des ouais, battles, ça a attiré des artistes, qui voilà, eux-mêmes t'en attiré d'autres. c'est Ok. ça, exactement. Ouais. J'ai attiré d'autres artistes. Par exemple, j'ai travaillé avec Shane Golden Voice, qui est un ancien membre du groupe Soul System, qui est Yes. un groupe voilà, phare des années 90. Enfin, bon, ils ont des titres, si vous regardez dans YouTube, il y a notamment un gros titre qui est très connu, qui passe souvent en radio. Donc voilà, j'ai eu des opportunités comme ça. Et bah, à côté de ça, j'ai aussi signé avec un label américain qui s'appelle The Orange Music Company, qui lui est plutôt dédié aux musiques, voilà, habillage sonore de films, ce genre de choses. Alors j'ai signé avec eux, je leur ai fourni des titres, mais en fait j'ai jamais rien placé pour eux, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que quelques temps après, il y a un site, voilà, un petit peu dans la même veine, une sorte c'est un site, mais c'est une sorte de label, on pourrait dire aussi, qui permet de placer des sons comme ça pour justement des films, des pubs, tout ça, en France cette fois-ci, hein, ou en tout cas en francophonie, qui a ouvert. Et donc je me suis mis sur ce site qui s'appelle Be My Sound, hein, ça peut intéresser voilà, certains de tes abonnés. Hein. Eh bien, et par contre, sur ce site, j'ai cartonné. J'ai vraiment, j'ai mis tout ce que j'avais tu vois, en musique de libre. J'avais peut-être 200, 300 musiques, quelque chose comme ça, 300 même. Et j'ai vraiment cartonné sur ce site, quoi. J'ai vendu beaucoup de titres. Donc, j'ai pu placer par leur intermédiaire bah, beaucoup de titres voilà, dans des pubs, des jeux vidéo. J'ai placé pour Intersport, pour le Tour de France, enfin, tu vois, des événements comme ça. J'ai fait la musique de la web-série belge Le Stagiaire qui a été diffusée pendant un moment sur TF1. Bref, voilà, tu vois, je suis parti vers un petit peu d'autres horizons comme ça. Ouais, putain, c'est Dans le énorme. vie. C'est énorme d'avoir eu autant de visibilité comme ça. Ouais, Alors juste pour revenir sur ça, à quel moment tu as vécu de ta musique? Est-ce que ça a été en gagnant un concours via ISAP Music? Est-ce que ça a été au moment où tu as commencé à travailler sur le marché américain? Ou est-ce que ça a été plus tard via justement ces placements en synchro? alors ça a été quand je me suis mis sur le marché américain. Parce que Ok. voilà, quand j'ai placé pour Passy, tu vois, c'est un titre qui est sorti en titre bonus, voilà, sur son album. Et bon, ça m'a pas rapporté voilà, des masses, hein, Ouais, ça m'a c'était rapporté pas un un petit peu. single quoi. C'était Ouais, pas un ouais, c'était pas. single qui a été ultra poussé. Ouais, non, non. Puis ce qui est dommage, parce que voilà, tout le monde autour de moi, toutes les personnes à qui j'avais fait écouter, je m'étais amusé à faire écouter sans dire que c'était moi, en fait. Tu vois, j'avais dit, tiens, il y a un nouvel album de Passy, voilà, je te fais écouter deux, trois titres. Et à chaque fois que je faisais écouter les titres, on me disait toujours que c'était le mien, tu vois, qui était le meilleur. Et donc, celui-là, il est vraiment, celui-là, il va passer en radio et tout. Bon, c'est jamais passé. Donc, mais bon,
peu importe, tu vois, on s'en fout, mais c'est vraiment quand j'ai commencé sur le marché américain que là, j'ai commencé à en vivre aussi parce que moi, j'ai créé, si tu veux, j'ai commencé à me créer mon réseau, même avec des artistes indépendants, si tu veux. J'ai créé mon site web, tu vois. J'ai vraiment fait le truc comme faisaient les Américains. En fait, j'ai copié les Américains. Hein. Simplement, je me suis mis sur des plateformes comme Rock Battle et puis voilà, j'ai créé mon propre site web. J'ai commencé à récupérer des adresses mail d'artistes et puis comme ça à me faire mon réseau d'artistes. Hein, et il y a encore des artistes avec qui je travaille aujourd'hui qui datent de cette époque-là. Hein. Ok. Et en ordre d'idée, ça représentait combien? En revenu mensuel, on va dire, en faisant une fourchette, bon mois, mauvais mois, grosso modo. Alors, il se trouve que j'ai touché pas mal aussi avec le titre My Balls et avec quelques autres titres. On va dire peut-être dans les 3 000 euros. D'accord, en moyenne, quoi. Ouais, en moyenne, ouais. Ouais, Ouais, c'est donc ça. ce qui est très bien. Et ça, c'était Ouais, essentiellement issu des revenus de vente de sons, donc d'instrus sur Internet, où il y avait aussi des droits à côté ouais, voilà, il y ou avait d'autres revenus parallèles. il y avait quelques royalties. Ok. Alors voilà, je t'ai dit en moyenne parce que des mois, ça pouvait être 1 500, je pouvais faire 4 000 le mois d'après. Il y a des mois où j'ai fait 7 000 8 000 en vente d'instru, tu vois. Bon, c'était vraiment très, très variable. Hein. En parallèle, je m'étais mis aussi, d'ailleurs, sur une plateforme française que certainement beaucoup connaissent, hein, Urban Beat. Et j'ai vendu pas mal d'instru aussi sur Urban Beat hein, à une époque. D'accord. Ok. Donc voilà, je vendais un petit peu partout en fait. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au marketing justement à ce moment-là. Donc j'ai commencé à me former, si tu veux, justement au marketing et voilà, à tester plein de techniques. Je créais plein de sites internet, voilà pour mes ventes de musique. Je me rappelle, j'avais créé au moins 7 ou 8 sites sur lesquels je mettais quasiment, d'ailleurs, le même type de contenu, tu vois, mes musiques, mais je ciblais des URL précises et des mots-clés précis, tu vois. Je changeais juste le graphisme un petit peu et ça marchait plutôt pas mal à cette époque-là. Hein. C'était un bon système que j'avais trouvé qui était assez sympa. Ouais, tu m'étonnes en faisant des tests, hein. De toute façon, c'est le meilleur moyen de te rendre compte, hein. C'est ce que je fais encore aujourd'hui. Hein. Et ce que j'ai fait aussi, hein, là on était peut-être en 2014-2015, c'est que j'ai créé un site, justement, une plateforme de vente d'instrumental, donc francophone, qui s'appelait Beatmix, que voilà, certains connaissent, on en parle encore aujourd'hui. Hein. J'ai fait ça pendant peut-être 2 ans. C'était un concurrent d'Urban Beat d'ailleurs, justement, Yes. mais c'était un petit peu trop proche justement de la manière dont était agencé Urban Beat. Tu vois, j'ai fait l'erreur, je pense, de trop m'inspirer d'Urban Beat en fait pour faire ceci. Donc ça a pas mal marché, mais c'était pas non plus ce que j'espérais. Donc au bout d'un moment, j'ai laissé tomber. Après, en même temps, ça doit pas être évident, hein, parce qu'à l'époque, vous étiez les deux seuls finalement en français, si tu regardes bien. Je sais qu'il y avait une plateforme au Canada, mais elle était très américanisée, donc plutôt anglophone. Après, tu as les classiques SoundClick à l'époque qui existaient, je Exactement. crois déjà. Et puis Tout à beaucoup de fait. ventes via MySpace aussi. Mais ouais, c'est vrai qu'en France, il n'y avait pas grand-chose. Ouais, il y avait pas grand-chose. C'était pas très développé. Hein. Puis D'accord. bref, voilà, tu vois, à cette époque-là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser, enfin, un petit peu après, mais en parallèle de mes activités, voilà, de compositeur, j'ai commencé vraiment à m'intéresser là à l'infopreneuriat, hein, à regarder voilà des gens sur YouTube, des gens comme Maxence Rigotier, comme Anthony Nevo, voilà, des entrepreneurs. Hein. Moi, j'ai toujours eu cette vibe aussi entrepreneur en moi. En fait, c'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs Beatmix et que j'ai créé plein de sites comme ça autour, que j'ai travaillé également, comme je t'expliquais au début sur la construction du site MJTunes, hein, le site dédié à Michael Jackson, sur lequel moi j'étais DJ en fait, enfin j'étais arrangeur, on va dire, je créais des musiques, voilà. Hein. J'ai créé plus d'une centaine de remixes hein, sur ce site. Donc bref, voilà, j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'infopreneuriat et c'est pour ça que petit à petit, j'en suis venu justement à cette idée de créer des formations, en sachant qu'avant, je faisais déjà en parallèle du coaching. Tu vois, je donnais déjà des cours comme ça depuis quelques années à des gens quand on me demandait. Hein. Je donnais des cours de MAO. Et donc voilà, je suis venu à ça petit à petit. Juste avant de créer mon site, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé à certains youtubeurs, justement à des infopreneurs, comme par exemple Mademoiselle Web Marketing, qui est voilà, une fille qui marche très bien sur YouTube au niveau des entrepreneurs, enfin des infopreneurs. Il n'y a pas beaucoup de filles infopreneuses, je ne sais pas Mm. comment on dit. Ouais, Euh, effectivement. mais elle fonctionne bien et donc j'ai commencé comme ça en plaçant des musiques et après je me suis dit c'est un monde qui m'intéresse, est-ce que je pourrais pas faire quelque chose dans ce domaine par rapport à mon activité, tu vois, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée après de me lancer là-dedans en fait.
dans les D'accord. formations. Donc aujourd'hui, tu crées des formations en MAO, donc en musique assistée par ordinateur. C'est ça exactement, je crée des formations pour beatmakers, pour, compositeurs, voilà, dans lesquelles je leur apprends, la théorie musicale sans solfège, le mixage, le mastering et puis, voilà, je fournis également d'autres, types d'outils pour beatmakers, des contrats beatmakers, des banques de sons. Bon, il y a plein de choses qui vont se développer par la suite, mais il y a déjà pas mal de choses de disponibles sur le site. D'accord. Et c'est adapté Voilà. à tout niveau? Ou faut avoir un certain Non, c'est niveau pour démarrer? Je veux dire, je suis débutant, je suis un artiste par exemple, j'écris, je chante, j'ai envie de commencer à créer mes propres compos. Est-ce que c'est adapté pour moi? C'est tout à fait adapté, c'est exactement ça la cible, c'est les débutants et intermédiaires, puisque ce qui se passe, c'est que systématiquement dans toutes mes formations, je commence par le b.a.-ba, si tu veux, vraiment la base, hein, Mhm. bah, petit à petit, on va vers des choses qui sont de plus en plus complexes, hein, donc bah, la personne qui est l'artiste qui a un petit peu plus de niveau intermédiaire, ça lui permet de revoir ses bases et voilà peut-être d'avoir une meilleure méthodologie que ce qu'il a eu, parce que bien souvent on apprend voilà sur internet comme ça en regardant des tutos et on n'a pas la méthodologie. On peut aussi regarder des tutos qui nous induisent en erreur et prendre de mauvais réflexes. Donc là, voilà, le fait de tout reprendre de A à Z, c'est pas un problème pour quelqu'un qui a un niveau intermédiaire, parce que comme ça, il va vraiment reprendre la chose, tu vois, sur le bon fil des choses. Et puis pour le débutant, bah voilà, on part du début, donc bah, c'est idéal pour un débutant. Ouais, non, non, mais ce que tu dis est vrai, hein. C'est vrai qu'on est beaucoup autodidacte dans la musique, et c'est Ouais, vrai qu'on apprend des choses qui sont pas forcément bonnes. Moi, je sais que j'ai démarré sur Logic en autodidacte, j'ai pris des réflexes qui sont littéralement nuls à chier, qui me font perdre du temps sur certains trucs. Et c'est vrai qu'en découvrant, en allant dans des studios ou via des formations en ligne, justement, des mecs faire la même chose que toi, mais en 10 fois moins de temps, c'est ça. bah, c'est frustrant parce qu'il faut réapprendre les choses et c'est beaucoup plus difficile que de les apprendre de base de la bonne manière. Exactement, bah, et puis surtout, tu gagnes beaucoup de temps dans ce sont des formations, accélérées, donc et fondamentalement, c'est sûr que tu gagnes également, beaucoup de temps. Ce sont des choses que tu peux évidemment apprendre en regardant des tutos sur YouTube, surtout si tu arrives à faire bien le tri de l'information, ce qui est pas forcément facile pour tout le monde, notamment quand tu débutes, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps lorsque tu fais ça, voilà, via des supports comme YouTube, via des formations accélérées, tu gagnes énormément de temps, hein, c'est l'intérêt et tu peux également, bah, économiser beaucoup d'argent puisque si tu passes par des écoles spécialisées, ça coûte quand même très, très cher, hein. Ouais, c'est ça, hein, c'est de l'ordre de 5 000, 7 000, 8 000 euros l'année, un Ah truc ouais, comme j'ai même ça. vu des écoles à plus de 10 000, dans le son, donc c'est vrai que ça fait des budgets quand même. Tu m'étonnes, ça pousse loin. Et est-ce que tu donnes des petits conseils aussi en équipement, en termes de matériel? Je sais que moi, à mes débuts, un truc qui était très compliqué, c'était d'une part, d'acheter du bon matériel en fonction de mes moyens, et Tout à d'autre fait. part, d'apprendre à l'utiliser et rien qu'à le brancher. Je sais que la première fois, par exemple, que j'ai acheté une carte son, une Fireface, j'ai galéré à la brancher et à faire fonctionner mon matos, tu vois. Rien que ça, déjà, c'était un Ouais, bien sûr. challenge. C'est des problématiques que tous les débutants ont. Alors moi, il se trouve que j'ai un blog à côté de ça, hein. Ok. J'ai mon blog devenirbeatmaker.fr, voilà, sur lequel je donne des conseils comme ça, régulièrement, bah, sur lequel je partage également mes vidéos YouTube, puisque voilà, j'ai ma chaîne YouTube et bah, j'ai fait un article, non pas sur le branchement, mais sur le choix du matériel, tu vois? Ce que tu peux acheter quand tu débutes, de quoi tu as besoin et voilà, ce type de vidéos justement sur la manière de brancher, certains matériels, c'est des choses que je vais faire par la suite, oui, parce qu'on me le demande, en fait. D'accord. Ok, super. Voilà. Une dernière question. Est-ce que tu lis un peu? Alors oui, je lis un petit peu. Alors maintenant, je regarde beaucoup, de vidéos et je me forme surtout. J'achète des formations, Yes. justement d'infopreneurs, notamment sur le marketing, voilà, mais je lis également, ouais, ça m'arrive de lire plutôt des biographies, donc pas forcément des livres en rapport avec la musique, même si j'en ai lu quelques-uns. Il y en a pas non plus des tonnes, de livres, vraiment tu vois, en rapport avec, la production musicale qui sont très intéressants. Bon, bah alors, je vais diviser la question en deux phases. Est-ce que tu as un livre à conseiller à ceux qui nous écoutent aujourd'hui et éventuellement une formation à conseiller à ceux qui nous écoutent? Alors livre, le problème c'est que moi j'ai un petit souci au niveau de la mémoire, donc je me rappelle pas des titres, donc je pourrais pas te dire comme ça. Je sais qu'il y a un livre que j'avais lu il y a pas longtemps, voilà,
qui donnait des conseils comme ça. Bon, c'était assez orienté musique électronique, mais je me rappelle plus du titre. J'avais partagé l'info sur Facebook. Si je le retrouve, bah, je te le communiquerai. Yes, avec plaisir. Au niveau formation, bah, moi, au niveau de ce que je propose vraiment différentes choses. Il y a les formations composition, tu as les formations plutôt techniques, orientées mixage, mastering, et tu as le gros package Beatmaker Pro, hein, dans lequel ça regroupe voilà, toutes ces formations, plus voilà, de nombreux bonus. Hein. Ça, c'est vraiment le pack idéal pour bah, notamment le débutant, mais également d'ailleurs pour le beatmaker intermédiaire, hein, qui veut vraiment tout savoir sur la production musicale, comment composer, puis ensuite comment mixer ces sons, comment les masteriser. Et par la suite, je vais également rajouter à cela voilà, des formations plus orientées marketing musical, on va dire, pour aussi justement partager mon expérience et apprendre à pouvoir bah, vendre ces instrus et pourquoi pas vivre justement de la vente de ces musiques, faire des placements, ce genre de choses. Yes, c'est très important. C'est Voilà. très important. Malheureusement, beaucoup croient que c'est inaccessible ou impossible, alors que finalement, c'est une question de méthode. C'est de savoir où aller, un peu de discipline, du travail et évidemment une bonne matière première avec du bon son. Mais On est d'accord. ça va Et de dans la un ensemble. consistance aussi. La consistance, c'est important aussi. De sortir des instrus régulièrement et de bonne qualité, bien entendu. Hein. Moi, il est clair que quand j'étais justement, bah, lorsque je travaillais avec les Américains, je produisais énormément. C'est-à-dire que je produisais entre 5 et 10 instrus par jour. Donc c'était vraiment l'usine, tu vois. Alors sans aller jusqu'à ce ratio, évidemment, il suffirait de produire ne serait-ce qu'une instru par jour, tu vois. Ça amène une certaine consistance. Ça permet, lorsque tu mets tes instrus sur bah, des plateformes ou sur ton site perso, bah, voilà, de montrer aux artistes que tu es là, que tu produis régulièrement, des choses de bonne qualité. Ce qui est important, c'est surtout vraiment d'avoir un style à toi ou quelque chose qui fait que voilà, tu peux te démarquer des autres, parce que évidemment, c'est un milieu, et tu le sais, où il y a beaucoup de concurrence. Donc, faut trouver ce petit truc qui fait que bah, voilà, c'est nous et pas un autre, quoi. Ouais, complètement, complètement. Non, non, mais ouais, faut produire un max. Moi, je me souviens qu'à l'époque où je vendais beaucoup d'instrus, alors moi, c'était surtout via MySpace pour le coup, mais je me Ouais, souviens que un client était capable de m'acheter jusqu'à 10 à 20 prods dans l'année. Et le bien truc, sûr. c'est que souvent, ce que je voyais autour de moi, d'autres amis beatmakers qui n'arrivaient pas à en vivre, c'est qu'ils produisaient deux trois titres dans le mois. Donc forcément, si tes clients de base n'en veulent pas, tu fais zéro vente. Alors que quand tu as un Exactement. volume d'instru très large, il suffit que tu aies 10 clients, et dans les 10, il y en a forcément un qui va se dire, ok, cette prod m'inspire, je la prends, je vais faire un truc dessus, etc., etc. Et C'est avec ça. le temps, ça te fait faire des ventes tous les mois en continu. En autant que tu Ouais, produis suffisamment, tu vas arriver à trouver chaussure à ton pied, donc un artiste qui va aimer l'une ou l'autre de tes prods, et ça match exactement. assez bien, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que tu peux même avoir des titres. Moi, j'ai des sons comme ça que j'avais produits peut-être voilà 6-7 ans en arrière et que j'ai vendu voilà plus tard, tu vois. Ouais, Euh, carrément. c'est toujours dans mon, dans mon catalogue. Il y a des titres qui partaient tout de suite, mais je veux dire, il y a aussi des vieux titres qui peuvent très bien partir après, en fait. Tu vois, on peut se dire, bah tiens, c'est plus à la mode parce que voilà, j'ai fait ça à 6-7 ans, mais non, j'ai des artistes qui ont fait des très bons sons avec des musiques que j'avais produits vraiment très très longtemps en amont. Et moi, je travaille beaucoup aussi en sur-mesure. Hein. Voilà, je conseille beaucoup aux beatmakers qui en ont la possibilité de travailler en sur-mesure parce que bah, bien souvent, voilà, ce sont des instrumentales en licence exclusive que tu vas vendre, ça paye plus que les instrus sous licence non exclusive. Et puis voilà, tu es au contact de l'artiste, tu as un échange avec lui. Moi, c'est ce que je préfère personnellement, tu vois, travailler vraiment avec l'artiste. Yes, c'est juste. J'ai une dernière question qui me vient. Vas-y, Tariq. C'est une question qu'on m'a souvent posée et Ouais. je vais te laisser y répondre juste pour voir. Si demain tu vends une instru sur un site de type beatstars.com par exemple et que tu Hmm. la vends en non exclusive, donc en leasing, et que tu la Mhm. vends à 10 artistes différents par exemple à 30 dollars pièce dans 10 pays différents, le jour où tu la vends en exclu à un artiste, il se passe quoi? Eh ben, c'est simple. Normalement, ce que tu dois faire, c'est que tu dois contacter. Alors, faut être organisé, hein, mais quand je faisais ça, je le fais plus maintenant. Je vends plus que des exclusives ou du sur-mesure. Mais si tu fais ça, eh bien, tu as l'obligation déjà d'avoir un contrat en bonne et due forme qui stipule vraiment aux gens qui vont acheter, que ce soit d'ailleurs pour les instruments non exclusifs ou exclusifs, bah, voilà, les droits qu'ils vont avoir. Hein. Et bah, tu dois contacter les artistes qui ont acheté les instruments en non exclusifs et leur expliquer que voilà,